On retrouve nos chers invités pour la suite du débat. Le journaliste Komi Valentin Mayaba, il est directeur de publication de Le Symposium. Nous avons également la sociologue et analyste politique, Madame Sophia Kenyossi Adanou, et puis l'homme politique des forces socialistes de l'avenir, FSA, il est là, Germain Sossou. On va parler maintenant du Mali. La Cour de justice de l'UMOA ordonne la suspension des sanctions. C'est une nouvelle qui pourrait influer sur le rapport de force diplomatique en cours entre les dirigeants ouest-africains et les autorités de transition. Une cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a ordonné ce jeudi 24 mars la suspension des sanctions prises en janvier dernier par l'Afrique de l'Ouest contre le Mali. On donne la parole à Komi Valentin Mayaba parce que je sais qui l'attend. La nouvelle a été annoncée par les avocats de l'État malien. Oui, plus qu'heureux, parce que vous rappelez sur ce plateau, je le disais avec deux confrères ici, et je disais que ce qui s'est passé avec le Mali par rapport aux sanctions, le Mali pouvait porter plainte. Et les confrères à l'époque, dans le temps, me critiquaient, mais quelle structure compétente pour statuer sur cette... non, pas anomalie, sur cette convocation, pas convocation, c'est le truc... sur la plainte. Sur la plainte. Et il a dit non, il y a une cour de justice de la CEDEAO qui peut véritablement statuer, puisque quand on parle de la justice, elle doit être indépendante. Elle ne part pas parce que c'est une cour de justice de la CEDEAO qu'on ne peut pas condamner une CEDEAO par rapport aux sanctions qu'on prend. Heureusement, aujourd'hui, l'UMOA... la sanction économique a été l'UMOA condamné, je crois que c'est l'UMOA, non, qui a condamné ces sanctions économiques-là à l'encontre du Mali. C'est une cour de justice de l'UMOA. Voilà, une cour de justice de l'UMOA qui a condamné qui a condamné cette décision ou ces sanctions économiques contre le Mali. Je dis que c'est déjà un pas parce que depuis longtemps, nous l'avons dit ici haut et fort que ce que la CEDEAO a voulu faire du Mali était que depuis machination. Et beaucoup n'ont pas compris, ils disaient que non, la CEDEAO est dans son rôle, il faut ceci. Je dis non. Machination venant de qui? Non, c'est même de cette CEDEAO même, parce que quand vous regardez sur tous les aspects développés à l'époque par la CEDEAO pour des sanctions qui ont été infligées, beaucoup de pays ont connu les mêmes situations qui n'ont pas été sanctionnés. Et donc, ici, ce qui est intéressant aujourd'hui, les gens commencent à prendre raison, à donner raison à la situation qui prévaut actuellement au Mali. Et nous en reviendrons, puisqu'il y a un sommet de la CEDEAO qui est en train de s'organiser au Ghana, où il a été invité. Et Assimi Goïta a boudé. Voilà, il a boudé. Bon, là, on en reviendra, puisque même le sujet n'est pas à l'ordre du jour. Vous pensez que c'est une bonne chose de bouder? Moi, je n'ai pas trop penser que c'est une bonne chose parce que au-delà de tout, quand quelqu'un met un peu de l'eau dans le vin, il faut peut-être peser pour mettre les positions ensemble pour pouvoir... Puisque ce qui est important ici, c'est une sortie de crise que nous cherchons, que tout le monde cherche pour qu'on ne puisse pas rester dans ce gouffre-là. Mais il faut comprendre, la CEDEAO commence à comprendre les voix dissonantes. C'est-à-dire que ces voix-là qui se lèvent pour dire que mais restez dans vos rôles, ce n'est pas des positions comme ça, il faut prendre ces scores, ainsi de suite. C'est pourquoi quand vous prenez le Burkina Faso, dès cette crise-là, les sanctions, vous voyez comment les sanctions ont été vraiment plus souples par rapport aux autres pays qui ont été en RD, enfin je parle en Guinée également. Actuellement, la CEDEAO, la position de la CEDEAO n'est pas trop... Oui, non, la CEDEAO n'est pas trop, ne durcit pas trop le ton par rapport au positionnement et aux sanctions et tout. Donc, c'est pour permettre au peuple de s'organiser. Moi, je le disais à l'époque, aujourd'hui, ce qui amène les coups d'État, véritablement, c'est des gouvernances. C'est-à-dire que s'il faut forcément jouer sur les artifices de démocratie, parce que la CEDEAO a ses règles, on ne peut pas franchir, on ne peut pas faire ceci, nous n'allons jamais finir avec des crises, nous n'allons jamais finir avec les coups d'État. Maintenant, si un État fait un coup d'État qui n'est d'ailleurs pas souhaité ou n'est jamais salué de par le monde, parce que quand ça arrive comme ça, c'est beaucoup de choses qui se passent et tout. Mais j'aurais souhaité où les gens pensent que quand une crise arrive comme ça, c'est de chercher à se faire de manière à ce qu'il n'y ait plus ces perpétuelles crises-là qui arrivent. Maintenant, quand on organise des élections, comme la CEDEAO le voulait à l'époque, et vaille 6 mois, organiser des élections, on va organiser bien sûr des élections, mais les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Alors, aujourd'hui,
ça va rendre un peu souple les sanctions. C'est-à-dire que la décision de la Cour de justice de l'UMOA va rendre souple un peu la vie des Maliens et surtout le peuple malien va quand même commencer à donner quand même raison à toutes les actions qui ont été entreprises par les hommes politiques maliens, parce que on ne va plus les appeler la junte, mais c'est des autorités maliennes qui sont aux affaires. Et qu'on verra bien, dans les jours à venir, je crois que l'étau est en train de se desserrer un peu. On va essayer de voir dans quelle mesure il faut dialoguer avec la CEDEAO pour qu'il y ait une feuille de route, même si elle n'est pas trop coercitive, qu'on puisse accompagner le Mali pour une sortie de crise, afin que des élections s'organisent dans des conditions voulues par le peuple malien et non pas la CEDEAO. Et l'homme politique, on a vu des hommes, des personnalités au sein même de l'UEMOA qui sont prononcés dès les premières heures de cette décision contre le Mali. Vous pensez que c'est une victoire non seulement pour ces hommes, mais aussi pour le gouvernement malien, tout le peuple malien? D'abord, ce n'est pas encore fini. Oui, c'est vrai que ce n'est pas fini. J'allais justement poser cette question. Vous savez qu'en droit, lorsque on prend une telle décision, la CEDEAO a le droit de faire appel. Oui. Donc la CEDEAO qui pense que bon, voilà, elle est aussi dans son rôle peut faire appel. Mais ce qui est important, je crois, comme il a dit, c'est que sur le principe sur lequel moi... Vous revenez sur le principe. C'est que je suis contre que les gens prennent le pouvoir par la force. Je suis contre ça. Donc, je n'ai jamais salué nulle part au monde où les militaires prennent leurs armes et prennent le pouvoir. Quand bien même les raisons sont fondées. Oui. Parce que pour moi, le militaire, s'il veut faire de la politique, il faut qu'il se donne les moyens pour faire de la politique. Ceci étant, la situation malienne amène les Africains beaucoup à réfléchir vis-à-vis de l'impérialisme que beaucoup de panafricains essaient de combattre aujourd'hui. Alors, la CEDEAO elle-même, quelle est son indépendance, en fait? Ça aussi, il faut voir ça. Quelle est l'indépendance de la CEDEAO? Parce que quand vous avez une CEDEAO qui semble être téléguidée de l'extérieur, parce que là aussi, c'est ça. L'extérieur, c'est quoi? Oui, mais ces derniers temps, les propos sont publics. Quand un chef d'État extérieur dit, bon, je vais prendre les discussions pour voir... Appelle les choses par leur nom. Moi, je dis, je ne sais pas, oui, Macron, il l'a dit clairement. Et je vais, voilà, tout ça. Pas de cet instant-là, les Africains ont l'impression que l'institution qui est la leur n'est pas au service des Africains. Vous voyez? Donc cela réconforte les militaires qui ont pris le pouvoir. Mais voilà ce que nous disons. Quand bien même la CEDEAO était dans, puisque la CEDEAO fonctionne sur la base des rôles. Vous savez, il y a un protocole additionnel de la CEDEAO qui demande beaucoup de choses. Ces choses-là qu'on avait demandées, dont le président guinéen avait violé, c'est de ça qu'elle parlait. Ouais, où on demandait aux gens de limiter même les mandats, tout ça. Donc, il y a une sorte de poids, deux mesures qui se passent actuellement sur le théâtre des pays qui ont fait le coup d'État. Mais qu'à cela ne tienne. Il appartient aujourd'hui les Africains que nous sommes de savoir qu'est-ce que nous voulons concrètement. Aujourd'hui, après plus d'une cinquantaine d'années des indépendances, soixantaine des indépendances, où une grande partie de ces 60 ans, cette partie a été dirigée par les militaires. Vous savez que c'est les militaires, au sortir des indépendances, les civils ont été balayés, et la plupart des chefs d'État qui sont venus sont des militaires. Ce sont des militaires. Et c'est eux qui ont instauré le pouvoir, les régimes monolithiques. Donc on arrive jusqu'à 90, on dit bon, on met fin à ça, sous l'impulsion de la France elle-même, qui dit bon, il faut faire la nouvelle expérience. Bon, maintenant, on fait la nouvelle expérience, on fait à peine 30 ans, on n'a pas encore fait, les militaires reviennent à nouveau. Parce que pour nous qui avons essayé de comprendre l'histoire politique antérieure et qui a été dirigée par les militaires avec le résultat que nous connaissons, nous sommes un peu sceptiques. C'est vrai que les nouveaux militaires qui sont en train de venir sont jeunes et nous espérons qu'ils ne feront pas véritablement. Mais nous sommes sceptiques. Alors, la décision qui a été prise, j'ai dit qu'il peut faire objet aussi d'un appel, si elle devait rester intacte, moi je salue ça parce que les populations vont trouver une bouffée d'oxygène. Parce que quand vous êtes une instance sous-régionale, c'est vrai que quelqu'un a fauté. Quand vous prenez vraiment des décisions, est-ce que c'est les dirigeants qui sont visés ou bien ce sont les populations? Finalement, ça punit les populations. Et surtout les sanctions économiques, c'est les populations. Et cela risque finalement
de ne pas vous permettre, vous, l'institution, d'atteindre vos objectifs. Je crois, l'institution qui sanctionne cette décision aide même la CEDEAO. En fait, c'est ce qu'il faut. C'est pour cela que j'ai le bon espoir que la CEDEAO ne va pas faire appel. Parce que ce qui va se passer, ça ne peut qu'arranger la CEDEAO. La CEDEAO a l'intention de voir la situation se normaliser en Afrique. Il faut dialoguer avec ces militaires qui ont pris le pouvoir pour que progressivement une porte de sortie soit trouvée, que des nouvelles élections soient organisées et que ces militaires-là soient des garants. Pas que après les élections, qu'ils soient derrière et donnent des instructions, des téléguides les chefs d'État qui vont être, mais non, qui comprennent que le rôle des militaires, c'est ceci. Mais si un militaire veut faire de la politique, il en a le droit, il quitte l'armée. Et se donne les moyens. Et il se donne les moyens, il devient un homme politique. Voilà. Alors, madame, comment vous voyez cette décision de cette Cour de justice de la CEDEAO? Bon. De l'UMOA, j'allais dire. Oui, bon. Et les décisions qui ont été, les sanctions qui ont été prises par la CEDEAO contre le Mali à l'époque, le 9 janvier dernier, et tout le monde entier a crié que c'était pas du tout juste. Il y a certaines décisions qui ne faisaient pas partie quand même des clauses de la CEDEAO. Donc sur le coup de je ne sais quoi, donc ces sanctions-là ont été prises et imposées comme ça. Donc, cette suspension de cette sanction constitue une bouffée d'oxygène pour la population d'abord, parce que c'était les civils qui payaient les pots cassés et qui payaient le lourd tribut. Donc, c'est une bouffée d'oxygène pour ce peuple-là. Et bon, je me dis pourquoi à la veille de cette concertation qui doit avoir lieu au Ghana, pourquoi à la veille aujourd'hui au Ghana, donc est-ce qu'il n'y a pas un non-dit derrière? Mais bon, nous prenons quand même la chose telle qu'elle est présentée. C'est une bonne chose pour le Mali d'avancer, mais je me dis, il ne faut pas que le Mali, tel que l'avancée se fait sur le terrain vis-à-vis des forces destructrices qui sont les terroristes et les djihadistes, il ne faut pas baisser le bras, parce il faut continuer parce que le Mali a besoin des fonds pour lutter contre le djihadisme, pour lutter contre le terrorisme, pour quand même faire la cohésion de son pays. Le Mali a besoin des fonds. Donc ces fonds-là qui ont été gelés et puis non accès, le Mali n'a pas accès à un littoral, à un territoire littoral. Donc du coup, tout ça a été un embargo comme ça, de façon brusque et brutale, et c'était de façon illégitime aussi, c'était un peu de trop. Donc du coup, faut pas baisser les bras quand même. Il faut prendre cette suspension comme étant une opportunité pour se réorganiser, pour mener à bien la lutte et pour permettre la réaction de la CEDEAO aussi, comme l'homme politique l'a dit tout à l'heure. La réaction de la CEDEAO. Oui, elle peut faire appel. Bon, ce qu'il y a, c'est que au début, la CEDEAO devait d'abord porter plainte au niveau de cette instance-là, pour qu'aujourd'hui, on lui accorde quand même le gain de cause, parce que c'est le Mali qui a porté plainte. Donc la plainte a été reçue, et a été traitée, et on a jugé que voilà. Donc si la CEDEAO veut porter plainte, bon, elle ne peut pas dire qu'elle n'est pas d'accord. Elle dit qu'elle n'est pas d'accord. On va porter ça à une autre instance. Bon, elle n'a qu'à y aller, parce que dans les clauses déjà, il y a eu un peu d'exagération dans l'application quand même des sanctions. Donc du coup, je crois que les avocats, plusieurs avocats quand même ont vu le dossier et ont jugé bien que bon, ces sanctions-là soient levées, soit suspendues, surtout pour le gel des avoirs, surtout économiques, pour permettre quand même à ce pays de retrouver sa situation normale pour avancer sur le plan économique et de lutte et de tout. Sans l'économie, on ne peut rien faire. La petite pause et la suite après.